Alors, là, je te vois bien en direct. Ah oui, parce que nous sommes en direct, Fabienne. Oui, je suis en direct, Alexandra. Merci. Mais bon, sur l'ordinateur, je ne me vois pas trop, donc c'est très bien comme ça. Voilà. Ah ouais. Ouais, parfois ça fait en différé ou des trucs comme ça, mais là je crois qu'ils ont tellement bien fait que tu sois dans une petite pièce que ça change rien du tout. Non, ça change rien. Ça change rien. Ah, attends, peut-être. En direct. Donc là, tu me vois pas mieux, pas plus. Non, ça n'a pas bougé. Bon, bah, tant pis, hein. Voilà. Ok, ok, ok. Écoute, Fabienne, bienvenue à toi. Je te voici en direct dans ma série Tonalité Histoire de création de liens où je m'intéresse particulièrement à des entrepreneurs, des créateurs, des artistes, de personnes de tout horizon. Et mon intention est de savoir, toi, ta manière à toi de créer du lien. Qu'est-ce que ça t'évoque déjà créer du lien? Et on va peut-être parler communication, marketing. Qu'est-ce que ça t'évoque de communiquer? Comment toi tu fais pour parler de toi, de tes services, de ce que tu fais? Voilà ce qui va nous occuper ce soir en direct avec Fabienne Crinon que je vous présente succinctement juste pour vous dire la manière dont on s'est rencontrés. Parce que c'est assez parfois dingue la manière dont on rencontre les gens et je trouve ça sympa de savoir comment je t'ai rencontré, Fabienne. Donc, moi, Oui. de ce que je me souviens, parce que peut-être on n'a pas la même histoire. Non, je rigole. Donc, moi, de ce que je me souviens, un jour, j'ai été contactée par un certain Thierry Grandjean qui a un projet, je pense toujours d'actualité, tu m'en diras des nouvelles, un projet de partenariat pour pouvoir créer donc des supports assez novateurs, je dois dire, de promotion pour les auteurs notamment, mais qui s'adaptent à tout type de projet créatif. Et donc, ça s'appelle le V-Book. Et je t'ai rencontré lors d'une réunion de l'équipe qui travaille sur le V-Book pour l'aider à le diffuser, à le promouvoir, à en faire parler justement. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Fabienne avec qui j'ai gardé contact jusqu'à aujourd'hui, parce que ça remonte quand même à plus d'un an, cette histoire. Oui, mais tu as raison, Alexandra. Alors déjà, je te remercie d'avoir fait appel à moi. Alors quand tu dis comment on fait pour parler de soi, etc. Oh, bah oui, tu connais la chanson, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Non, je plaisante évidemment. Alors effectivement, on a la même histoire de rencontre avec Thierry Grandjean et le V-Book. Yes. Et en plus de ça, bien voilà, je pense que malgré notre grande différence d'âge, n'est-ce pas? Non, ça ne se voit pas, ça ne se voit pas. Puisque tu pourrais être ma fille et moi ta mère. Non, quand on s'est rencontrés par l'intermédiaire de Thierry, effectivement, voilà, j'ai bien aimé ta façon d'appréhender les choses, d'être une si jeune entrepreneur, et puis d'avoir finalement le même point de vue sur les auteurs, sur le livre, sur la façon de communiquer. Et puis, ben, tu sais, y a jamais vraiment de hasard. D'ailleurs, le hasard, il paraît que c'est Dieu qui se promène incognito. Donc, je pense qu'il a bien fait les choses pour nous rencontrer, pour faire en sorte qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et je crois qu'il y a une expression que tu reprends de temps en temps, c'est de dire les planètes sont alignées. Donc, moi, ça me convient aussi. Voilà. Et puis bah, ce qui me plaisait aussi, c'est de savoir que tu étais en Belgique et je me suis dit, mais ça c'est super. La Belgique, le pays de la BD, mais pas seulement. Donc c'est ça qui m'a plu. Voilà, voilà. Puis, merci en tout cas de rappeler ces bons souvenirs, ça ravive un petit peu les souvenirs, c'est cool. Donc voilà comment nous nous sommes rencontrés, Fabienne, et nous ne nous quittons plus jusqu'à présent. Donc, euh, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, parce que là, ok, on a parlé de notre rencontre, très bien. Mais qui es-tu, Fabienne? C'est ça la question qui m'intéresse maintenant, tu vois? Qui es-tu? Comment tu te décrirais? Attends, j'ai mieux. Si tes plus proches amis devaient parler de toi, qu'est-ce qu'ils diraient sur Fabienne? Waouh! Oui, on ne Alors, s'attendait pas à ça. Je répète oui, qu'il n'y a pas de questions préparées. c'est une question inattendue, mais c'est une question qui me plaît parce que elle sort des sentiers battus. Donc, Yes. ça, c'est une première introduction sur ben, une des facettes que je pense avoir, c'est-à-dire qu'on ne m'attend jamais là où je devrais être.
hein, ou voilà. C'est parce que j'aime bien le pas d'à côté, j'aime les choses atypiques. Pour moi, c'est une forme de courage et c'est aussi ce qui m'a plu en toi, Alexandra. C'est que, voilà, si on est tous à suivre la même tendance, le même mouvement, ben, on va tous dans la même direction alors qu'il y a quand même 180 degrés. Voilà, oui, j'allais dire 190, non, 180 degrés. Et alors, que diraient mes amis de moi? Ben, que je suis leur ami. Donc l'amitié, tu vois, ça entre en compte. Voilà, c'est-à-dire que si c'est pour parler disons, de qui je suis en tant que personne, ce serait trop prétentieux de ma part. En revanche, parler du métier que je fais ou des métiers que je fais, ça, je préfère parce que ça, mon métier a toujours collé à qui j'étais vraiment. C'est-à-dire que, voilà, je suis une ancienne journaliste de presse écrite, ancienne chroniqueuse à la radio, ce qui fait que déjà, ça prouve, et je le confirme, que je me suis toujours intéressée à l'autre avec un grand A ou aux autres, et que non seulement je m'y intéresse, mais en plus de ça, je vois chez eux des choses que d'autres ne voient pas. Voilà, et que même ces gens-là ne voyaient pas en eux. Et donc, j'ai un regard qui va très bien avec le pas que je fais de côté pour bah, regarder la personne d'une autre manière. Et quand j'ai quitté mon métier de journaliste pour créer La Concrète, qui est une maison, j'aime bien dire maison parce qu'il y a le côté cocooning de l'auteur, de son livre. Donc, quand j'ai créé La Concrète pour proposer des prestations atypiques, encore une fois, pour l'auteur et pour son livre, surtout dans une nouvelle mouvance par rapport à la Covid, au confinement qui a complètement bouleversé l'édition, eh bien, ma façon de voir l'autre, d'en parler, de parler de son livre, a été le bon moment justement après la Covid pour pouvoir proposer ce que je fais avec La Concrète. Voilà. Donc, pour en revenir à ta question, qui je suis, ben, je suis une personne comme une autre qui s'intéresse énormément à ce que l'auteur peut faire, à son récit, à sa personne. Et c'est ce qui fait que, voilà, je permets peut-être de faire accoucher concrètement un livre et puis aussi son auteur, parce que les deux, pour moi, sont indissociables. Voilà. Yes, donc c'est excellent. Et j'aime bien parce qu'on a toutes deux, tu vois, on aime bien voir ce qui se cache derrière une création, que ce soit un livre ou autre. Hein. Pour toi, c'est plutôt les livres, pour l'instant du moins, peut-être que ça peut changer. En tout cas, c'est intéressant dans la manière dont on parle parce que moi, tu vois, quand j'en parle, je dis lire entre les lignes. Et toi, tu me dis faire un pas de côté. Est-ce que tu peux m'expliquer, ou nous expliquer, ou m'expliquer, moi, ça te revient aussi, comment concrètement, parce que c'est comme ça que tu t'appelles, hein, par extension, concrètement, comment ça se passe pour toi? Comment tu sélectionnes les personnes? Comment tu fais pour travailler avec elles? Est-ce que tu as une technique particulière pour sélectionner des manuscrits? Tu vois, comment tu fais toi pour te dire, OK, c'est la concrète? Tout d'abord, quand j'ai fondé La Concrète, je me suis dit, je recherche des auteurs et leurs manuscrits qui ont une expérience à offrir au lecteur. C'est-à-dire que le récit d'un auteur, quel qu'il soit, que ce soit un roman, de la poésie, de la science-fiction ou autre, il y a toujours un message qui correspond pleinement à l'auteur. Et l'auteur, parfois, ne se rend pas compte que, à travers son récit, il veut exprimer quelque chose pour le lecteur. Alors, bien évidemment, dans le cas d'un roman ou dans le cas d'un policier, les choses sont un peu formatées.
Mais dans les livres que j'appelle, et qui entrent d'ailleurs dans la collection Vécu de l'auteur, ce sont des livres qui abordent toutes les thématiques de la vie, hein, les moins drôles comme les drôles, voilà, parce que il y a des auteurs qui ont des expériences de vie difficiles, mais qui arrivent grâce à la résilience à retourner la vapeur et à en faire des livres tout à fait agréables à lire et qui surtout apprennent quelque chose, ou en tout cas modestement font en sorte d'apporter leur expérience au lecteur qui, lui, vit peut-être la même situation bon, à un moment donné, mais qui aimerait savoir comment l'auteur s'en est sorti de telle situation. Et c'est un peu comme quand on rencontre un ami dans la rue ou pas forcément un ami, et dans la conversation, on se rend compte que finalement, la personne vit quelque chose. Et la question qui nous vient à l'esprit, parce qu'on vit aussi cette situation, c'est de lui dire, mais et toi, comment tu fais? Donc, j'aime mettre en relation auteur et lecteur avec justement ce récit d'expérience qui peut être tout à fait, qui est très agréable à lire, qui est véridique, voilà, véridique et authentique. Et j'ai besoin d'authenticité. Alors, quand il disait, Alexandra, tout à l'heure, bah oui, mais comment tu sélectionnes? Je ne sélectionne pas, j'ai cette chance déjà que les auteurs viennent à moi. Je ne sais pas comment. Alors, peut-être que ce soir, il y en aura pas mal qui viendront et ça sera génial. Mais je ne sélectionne pas parce que je pars du principe, enfin, disons que je fais je respecte aussi bien l'auteur dans son contenu qui reste sa manière d'écrire et je me dis, bon, est-ce que ce manuscrit de l'auteur va pouvoir correspondre au lecteur? Est-ce qu'il va avoir envie de lire? Est-ce qu'il va est-ce qu'il va accrocher dès le départ au récit? Donc, ma sélection, entre guillemets, elle se fait comme ça. Et aussi, il y a une chose que j'apprécie beaucoup, c'est pour ça que j'aime dire que les auteurs viennent à moi, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui les attire, peut-être avec le nom de la concrète, parce que les choses sont concrètes, c'est le fait que je m'entends bien avec tous les auteurs pour lesquels nous avons œuvré, eux et moi. Alors, je ne dis pas j'ai travaillé pour l'auteur, l'auteur est mon client. Non, oui, bien sûr, il y a l'aspect commercial, mais c'est pas ça qui compte. C'est aussi le fait qu'on forme une équipe, l'auteur et moi, pour travailler sur le livre, le faire aboutir et le faire connaître. Parce que c'est pas, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que écrire un livre, non. Et ensuite, vous avez votre trésor, mais votre trésor, vous devez vous en séparer et l'offrir au monde des lecteurs. Voilà. Yes. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Il y a un truc qui m'a intriguée, parce que tu me dis que les auteurs, ils ont tendance à venir à toi. Et je me demandais du coup, et après, on t'a parlé de se faire connaître, parce que, ok, il y a le manuscrit, très bien, il y a le livre, c'est bon, il est imprimé, on connaît déjà toute la chanson, mais l'auteur derrière, pour pas qu'il se cache, il y a toute une partie où tu travailles sur sa communication avec lui, tu l'aides à se faire promouvoir par différents biais. En plus, tu nous as dit que ancienne journaliste et tout, donc il y a des relations très sûrement que tu travailles beaucoup avec les personnes. Et je me disais, comment elle se fait connaître et comment elle fait parler d'elle, la concrète? Si les gens viennent à elle, tu vois, quel travail tu fais en fait, Fabienne, par rapport à ça, tu vois? Alors, il y a évidemment un site internet, laconcrète.fr, que j'ai complètement remis au goût du jour, que bon, j'ai trouvé un webmaster, heureusement, qui a compris lui aussi comment je voulais, quelle allait être la vitrine. Et encore, le mot vitrine, il n'est pas top, parce que derrière la vitrine, tu peux avoir quelque chose en coulisses qui est très moche. Donc, la concrète, quand elle se présente sobrement, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre des paillettes partout, ça j'aime pas. Je considère qu'il faut arriver, communiquer humblement. Il ne s'agit pas d'impressionner l'auteur, il ne s'agit pas de lui faire croire n'importe quoi. Non, il y a vraiment à y mettre la forme pour qu'ils se retrouvent dans le site internet et aussi qu'ils comprennent évidemment tout de suite
où il atterrit. Voilà. Déjà, la concrète, je pense que c'est un titre qui m'aide. Pas un titre, mais tu vois, un titre d'auteur. C'est un nom d'entreprise qui m'a aidé parce qu'on comprend que les choses sont carrées, bordées. Voilà, tout simplement. Alors, je ne sais plus si j'ai répondu à ta question. Si tu veux bien, Alexandra, m'aider si tu veux bien la reposer. Voilà. Ma question, bah, tu as répondu en partie, je dirais. C'est peut-être de savoir comment la concrète, du coup, vu que tu me disais que tu as tiré des clients, comment tu fais parler d'elle, tu vois? Alors, je fais parler d'elle évidemment par les réseaux sociaux. Ça, c'est indispensable, incontournable. Mais surtout par cette chaîne YouTube, La Concrète, qui est pour moi indispensable parce que je me retrouve en tant que journaliste devant mon micro. Alors évidemment, quand on est chroniqueuse radio, on n'a que le micro et les auditeurs derrière. Mais avec la chaîne YouTube, il y a la caméra, il y a la gestuelle, il y a le message à faire passer. Donc finalement Facebook, LinkedIn et puis YouTube parce que je ne veux pas m'éparpiller. Quand j'ai à parler d'un auteur, je ne veux pas comment dire parler de tout à la fois en une seule vidéo. Non, je fais en sorte de toujours prendre un angle de cette personne, un angle de son livre et puis faire une vidéo sur l'auteur et son livre en faisant en sorte de ressortir, alors non pas les choses cachées, parce que bien souvent les auteurs ne savent pas ce que eux-mêmes ils cachent, mais voilà, de faire ressortir leur trésor, leur talent dont ils n'ont pas, comment dire, idée. Et ça, c'est avec des techniques de journaliste, c'est-à-dire tout simplement allez, on va dire l'interview, parce que c'est le jargon du journalisme, mais c'est finalement une conversation. Voilà, Hmm. simplement une conversation. Et puis avec des questions qui font que voilà, je découvre la personne en même temps, et puis je pose peut-être les bonnes questions aussi. Oui, sûrement. Ah, c'est intéressant ça. Et du coup, pour toi, est-ce qu'une rencontre, c'est synonyme de conversation? Ou comment t'imagines, si c'est pas ça, comment t'imagines une rencontre? Est-ce que c'est pour toi du coup? Alors, une rencontre, pour moi, c'est pas oui, on pourrait penser la rencontre physique, mais avec tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, je crois qu'on ne peut plus parler de rencontre physique. Ce qui compte, c'est le contenu. Voilà, le contenu. Et surtout, pour moi, l'ingrédient premier, c'est l'humilité. Quand on se rencontre, on n'est pas là pour mettre plein la vue à l'autre. On est juste là pour dire et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ton livre? Quel est le message que tu veux faire passer? Mais ça, même dans la vie de tous les jours, c'est en fait se mettre en silence pour écouter l'autre. Yes. Pour moi, Et quand- c'est indispensable. Indispensable. Mais qu'on soit au téléphone ou qu'on se voit comme ça par écran interposé, évidemment, c'est mieux encore quand on se rencontre de visu, mais c'est pas suffisant. Pour moi, c'est laisser parler l'autre et lui dire bon, vas-y, raconte-moi qui tu es, que fais-tu, tes aspirations, tes rêves, pourquoi pas? Parce que y a des gens qui ont des rêves, notamment de faire un livre, mais finalement, on peut même pas le classer dans le tiroir rêve, puisque écrire un livre, c'est tout à fait accessible. Hmm. Ah, donc toi, tu différencies le rêve d'une action accessible ou en tout cas d'un projet accessible, même si tu n'as pas utilisé ce mot, tu vois, mais c'est intéressant ça, tu distingues rêve et action concrète. Voilà, voilà. Les rêves, faut dire que depuis qu'on a quitté notre enfance, il y a des adultes autour de nous, n'est-ce pas, qui nous ont dit, mais non, maintenant que tu es un adulte, tu n'as pas à atteindre tes rêves. Ça, c'était quand on était enfant, quand on croyait au Père Noël. Non. Un auteur, il a un rêve au départ qui fait qu'il est capable de mettre le mot fin quand il a terminé son manuscrit. Alors, c'est pas fini, mais il a encore des choses qui sont accessibles, faire appel à toi, faire appel à la concrète.
Mais c'est tout à fait faisable et c'est pas un rêve, c'est pas inaccessible. Enfin, si on veut, c'est un rêve, mais un rêve, il y a beaucoup de gens qui ont des rêves, mais qui ne l'effleurent jamais, qui n'essayent même pas de l'atteindre. Tandis que, bon, quand on écrit un livre, même quand on commence à écrire un livre, c'est déjà presque allez, on va dire le rêve de, de bien amorcer. Voilà. Yes, c'est intéressant ce que tu dis. Et du coup, ça m'intrigue. Est-ce que Fabienne, elle a un rêve? Fabienne, elle a un rêve? Non, Ouais, Fabienne j'en ai n'a pas de plusieurs. rêve pas. Non. Non, j'en ai plusieurs. J'en ai pas un, j'en ai plusieurs. Alors, Ah, c'est pas des rêves, parce que c'est vrai que jusqu'à encore peu de temps, ces rêves pouvaient être des illusions. Et ah. moi, Comment ça, des illusions? C'est des alors, rêves que tu avais pouvaient être des illusions? des rêves, oui, 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 mais ça dépend. Moi, je suis quelqu'un de profondément optimiste. Donc, alors, je vais pas être là à dire, oui, bah, ça va être facile, ça va bien se passer. Oui, ça va bien se passer, mais ça sera pas forcément facile parce qu'il y aura toujours il y aura un peu de sel, un peu de poivre. Il y a des fois, on sera obligé de revenir un peu en arrière. C'est comme une recette de cuisine. C'est un cheminement, voilà, de mettre au point un livre ou un rêve. Mais en tout cas, si on ne commence pas le premier pas, parce que c'est le premier pas finalement qui est le plus compliqué sur un escalier, c'est pas d'être sur la 5e marche. Bon, c'est vrai que c'est encore mieux d'être sur la dernière, mais c'est le premier pas qui est le plus compliqué. Mais après, les choses vont toutes seules. Alors, oui, j'ai plusieurs rêves. C'est le rêve de… Bah, finalement, ça n'en fait qu'un. Le rêve d'être heureuse. Le rêve d'être heureuse, Alexandra. Yes. Voilà. Mais c'est vrai, hein, ça pour le coup, ça paraît inaccessible pour beaucoup de personnes. Tu vois, de juste être heureuse. Et pour toi, être heureuse, ça signifie quoi? Comment tu visualises ça? Ça n'a rien de financier, ça n'a rien de matériel. C'est un état d'être qui fait que le soir, je me couche en me disant j'ai passé une bonne journée. Et que le lendemain matin, je me réveille en me disant je vais passer une bonne journée, Hmm. etc., etc. Yes. Et pour toi, ça, c'est le premier pas. Là, tu parlais du premier pas, tu vois, de pouvoir, pour pouvoir atteindre un de ses rêves, en tout cas, ou un de ses projets, comme on le nomme. Pour toi, c'est le premier pas, ça, de dire je vais passer une bonne journée. C'est le premier pas parce que c'est le pied que je mets à terre le matin en me réveillant. Oui, oui, c'est le premier pas parce que un rêve, pour qu'il soit un rêve, hein, qu'il ait ce nom de rêve, il faut vraiment déjà aller jusqu'au bout. Et puis, bah, l'amorce est pas évidente. Elle n'est pas évidente du tout. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment être entouré des bonnes personnes pour être accompagné au-delà du premier pas de l'escalier. Ça, c'est pour moi, c'est évident. Et même ne pas être gêné de dire, bah, je suis désolée Alexandra, mais je suis désolée Fabienne, mais là, je ne sais pas comment faire. Ben oui, voilà encore une forme d'humilité qui convient aussi aux auteurs ou à n'importe qui cherche à accéder à, allez, je vais aller plus loin que le rêve, à son étoile. Excellent. Donc, ouais, te faire aider, ne pas oser, enfin, ne pas oser pour toi dire j'ai besoin d'aide à un moment donné, c'est de ne pas faire preuve d'humilité. Alors attends, si j'ai bien compris, parce que moi j'ai du mal avec les négations parfois. Alors, uniquement. Hein. J'ai compris. Non, Sinon, j'ai en une autre fait, question à poser. alors si tu veux, quand quelqu'un vient me voir dans le cadre de la concrète, il est auteur, il a commencé son livre et puis son manuscrit, il l'a écrit jusqu'au bout en disant bah oui, mais j'ai rencontré des difficultés à tel endroit et à tel endroit. Ben oui, mais pourquoi ne pas frapper à la porte d'un professionnel et de dire ben voilà, il y a des choses que je ne sais pas faire ou là il y a quelque chose que je ne comprends pas ou alors là j'ai l'impression de redescendre d'une marche. Mais c'est tout à fait légitime de poser la question et de demander de l'aide. C'est normal. Je crois que
on a trop fait croire pendant le confinement que écrire un livre, c'était facile. Non, non. La richesse de l'auteur ou du pré-auteur, si on peut appeler ça comme ça, c'est qu'il a la richesse d'avoir une expérience, la richesse d'avoir la motivation d'écrire un livre, la richesse de vouloir faire quelque chose, sauf qu'il risque vite de se sentir coupé dans son élan parce qu'il n'ose pas être humble, oui, et de dire, j'y arrive pas. Alors qu'il y a sur Internet plein de solutions. Et puis, toi comme moi, Alexandra, on propose des entretiens gratuits où là, même si on indique parfois 30 à 45 minutes de conversation gratuite, on peut aller bien au-delà. Et ce que j'aime, c'est entendre un auteur me dire, mais vous m'avez boosté, vous m'avez redonné confiance, j'ai envie de m'y remettre, de prendre mon ordi, mon crayon, mon stylo et de m'y remettre. Donc, oui, il faut cette humilité pour dire je n'y arrive pas, j'ai besoin d'avoir un conseil ou juste un éclairage, c'est pas forcément un conseil. Yes. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, donc de faire preuve d'humilité, de dire quand on n'arrive pas à faire quelque chose parce qu'il y a d'autres personnes dont c'est peut-être le talent et qui va pouvoir t'aider à y arriver ou te rebooster, comme tu disais, en fonction de ce que tu as besoin. Et justement, je me demandais, Fabienne, c'était quand la dernière fois que toi, tu as fait preuve d'humilité? Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience? Professionnel? Peu importe que ce soit professionnel ou personnel, mais une fois qui te revient, une fois marquante en tout cas qui te revient, peu importe si c'était hier ou il y a 10 ans. Alors, je vais te dire, c'est tout récemment et c'est aussi, c'est tout récemment d'hier matin et c'est tout récemment ces derniers mois et c'est tout récemment toutes ces autres années, puisque quand j'étais journaliste aussi dans le tourisme, les magazines féminins comme Elle, Figaro, etc., le voyage, c'est ce qui m'a appris à être humble. Tu vas à l'étranger, que ce soit au fin fond de l'Afrique ou en Belgique ou dans un pays plus européen, eh bien, l'humilité, c'est te dire, j'arrive pas en terrain conquis, je ne suis pas chez moi, donc profil bas. Profil bas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut marcher la tête baissée, c'est pas ça du tout. C'est se dire que tu es là pour apprendre de l'autre. Et c'est exactement la même chose quand j'endosse ma casquette de concrète. Un auteur, déjà, je suis assez. Ah, je ne te vois plus, je ne t'entends plus. Fabienne a quitté le salon. Je crois que c'est l'heure de la pub, mesdames et messieurs. Je vais lui redonner tout de suite en message le salon pour qu'elle me rejoigne. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Fabienne le temps qu'elle nous rejoigne. Et je vais combler cette petite pause. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je les vois. Donc, mettez-les en commentaire, que vous soyez en replay ou que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Et je réinvite Fabienne. C'était le moment de pub, donc j'ai annoncé que c'était la pub. Voilà, t'as bien, c'est interlude. Qu'est-ce que je disais? Oui, l'humilité, quand je rencontre un auteur, que ce soit de visu ou au téléphone, mais j'ai presque envie de dire que je suis impressionnée par son courage déjà de me contacter et de me dire j'ai écrit quelque chose. Alors oui, il y a des auteurs qui se la pètent un peu et qui malheureusement n'ont pas le sens de la réalité et qui veulent absolument être en librairie, absolument ne rien payer du tout. Mais là, ce sont des fausses croyances, hein, on en avait discuté. Et puis, il y a ceux qui sont là en train de dire écoutez, j'aimerais bien que vous relisiez mon manuscrit ou que vous me disiez ce que vous en pensez. Et ça, c'est quelque chose que je fais. Mais il y a des fois, c'est même très souvent, je tombe sur des choses extraordinaires. Et quand je leur dis je suis impressionnée par ce que vous avez écrit et je me sens petite par rapport à vous, auteur,
bah, il me croit pas. Il me dit non, non, là, vous racontez n'importe quoi, c'est pour me faire plaisir. Non, c'est pas pour vous faire plaisir. Et à moi, ça va me faire plaisir de travailler avec vous. Voilà. Donc, oui, il faut une humilité parce que c'est ce qui permet de… une humilité, c'est-à-dire que tout le monde est logé à la messe m'enseigne et tout le monde est au même niveau. Et puis en tant que professionnel, j'ai pas encore une fois à impressionner qui que ce soit. Même quand j'ai dit tout à l'heure que j'étais une ancienne journaliste. Alors, les Ouais. gens, plus, enfin, c'est pas être impressionné, c'est carrément avoir peur. Et quand on fait Ouais. des interviews pour créer une vidéo de promotion de leur livre, là, c'est mais vous allez enregistrer ce que je vais dire? Non, je vous rassure, je prends des notes et c'est moi qui retranscris à ma façon ce que je vais dire sur votre livre et sur qui vous êtes. Voilà. Ai-je répondu à ta question sur l'humilité, Alexandra? Oui, bah oui, de ce que j'ai compris en tout cas, et tu as très bien illustré avec les personnes qui te montrent leurs trésors cachés, on va dire, qui ressortent les manuscrits des placards et tout ça, et que toi, tu découvres derrière des pépites dont tu te nourris et dont tu ne soupçonnais pas vraiment à l'évidence, parce que parfois, j'imagine en tout cas que tu peux recevoir des manuscrits qui ont l'air un petit peu brouillons ou quoi, mais qui finalement qui sont étonnants dans le contenu. Et tout à l'heure, tu nous disais que pour toi, c'est le contenu qui compte avant tout. Donc, il y a cette idée de ok, je lâche prise sur l'apparence que la personne peut avoir, parce qu'on émet beaucoup de jugements, nous autres humains. Hein. Je n'émets pas d'hypothèse sur l'espèce de brouillon que j'ai reçu, soit par mail, soit par courrier, en tout cas comment tu fonctionnes, mais je vais aller plus loin, je vais aller creuser et voir ce que ça donne au niveau du contenu. Et là, tu me dis que tu es surprise la plupart du temps quand même, et que faire preuve d'humilité, c'est ça, oui, d'humilité, c'est aussi de reconnaître à la fois qu'on a besoin d'aide, mais il y a aussi une autre dimension que tu mets en avant, c'est de reconnaître que malgré tout mon bagage qui peut paraître impressionnant comme ça, voilà, j'ai travaillé pour la presse, j'ai travaillé pour la radio, enfin, ça fait quand même peur, comme ce que tu disais, il y a quand même la dimension de, ok, mais je suis humble parce que je reconnais que tu as sorti quelque chose que moi-même, peut-être, j'aurais jamais sorti. Est-ce qu'il y a cette dimension-là? Tu vois, je vois deux trucs. Oser demander de l'aide, mais dans ce que tu dis, il y a aussi reconnaître que, ouais, ce que tu as pondu, gars, tu es peut-être un parfait inconnu, mais je ne sais pas si moi, je vais à ce niveau-là. En tout cas, c'est Alors, mon… il y a ça, mais de toute manière, chaque auteur, quel que soit le genre qu'il a écrit, la manière avec laquelle il s'y est prise, le temps qu'il a mis pour écrire son manuscrit, on a avant tout affaire à des personnes, voilà, avec des parcours de vie, des expériences. Et le livre, finalement, on a parlé de courage au début de notre conversation. C'est quelque chose de courageux de mettre des mots les uns à la suite des autres et d'accepter de passer son manuscrit à une parfaite inconnue. Ça, c'est très courageux. Et c'est exactement la même chose que lorsque j'ai justement écrit mon premier article lorsque j'étais journaliste. C'était dans un magazine et je me souviens déjà de m'être séparée de mes mots. Donc, tu vois, il y avait quand même un côté très, très frime, très prétentieux. Je vais me séparer de mes mots. Et ensuite, la terre entière va me lire. Alors que le rédacteur en chef que j'avais à l'époque m'a dit, mais Fabienne, oui, je sais que tu es contente, tu as l'impression d'être mise à nu, c'est normal quand on débute, mais il ne faut pas oublier que tu écrives dans un journal ou dans un magazine, il y aura tout le temps quelqu'un, et certainement quelqu'un qui épluchera ses carottes et qui se servira de ton article pour y mettre ses épluchures d'oignons ou de carottes. Génial. Oh, Mais wow. oui, oui. Bon, plus sérieusement, par rapport à un auteur qui écrit, oui, c'est vraiment se mettre à nu. En plus, il y a beaucoup ce souci de certains auteurs de dire, mais là, est-ce que je fais pas de la diffamation lorsque je parle de telle et telle personne, même si j'ai changé les noms, on va me reconnaître. Non, 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 avec la centaine, les milliers de livres, non pas la centaine, mais les milliers de livres qui sortent, on ne peut pas reconnaître. Bon, il ne s'agit pas d'insulter les gens dans les récits, mais on peut écrire des choses sans forcément être reconnu
par le voisin qu'on déteste ou la belle-mère ou je ne sais quoi. Non, et encore, ça, ce sont des clichés, donc ça ne va pas. Bien. Donc toi, tu as écrit déjà, tu es auteur. Oui, Tu je préfères, suis auteur. tu préfères auteur ou autrice? Parce que parfois, il y a polémique avec ça, hein. Alors, Alexandra, moi, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai indiqué sur le site de La Concrète. Je mets toutes mes phrases au masculin pour le mot auteur, pour le mot monsieur, madame, bon, madame évidemment, mais en tout cas, je précise juste que je n'ai jamais fait la différence entre un homme et une femme et que le talent n'est ni masculin ni féminin. Donc voilà, je ne dirais pas autrice ni auteureux. Ni d'écriture inclusive parce que je trouve ça moche, parce que ça embête les personnes qui sont dyslexiques, parce que lorsque je lis un livre, c'est comme si j'avais un rocher qui tombait sur la page ou sur la phrase. Je n'arrive pas à poursuivre ma lecture, donc ce sera auteur. Point. Donc tu es auteur et Oui, pas auteur. alors c'est vrai, tu m'avais dit ça, je suis auteur. Déjà, j'ai commencé à l'âge de 8 ans jusqu'à mes 40 ans, alors j'en ai 55, pour écrire mon journal intime. Mais pas mon journal intime, aujourd'hui j'ai mis ma culotte à l'envers, etc. Gna gna. Non, c'est pas ça du tout. C'était des vrais propos que je tenais, c'était mon analyse d'enfants, d'adolescentes, de jeunes femmes, de mères, d'épouses, etc. Donc jusqu'à mes 40 ans. Et puis surtout, alors ça, j'ai jamais diffusé mon journal intime. J'en ai fait différentes copies pour mes enfants qui ne s'y intéressent absolument pas. Donc ça, c'est comme ça. En revanche, j'ai eu une expérience de 24 heures sur un phare en pleine tempête. Et ça, c'était le deal pour être sur ce phare, pour raconter son expérience de gardienne de phare à La Rochelle. C'était il y a 2 ans. Bon, la tempête, c'était un hasard, hein, mais elle était bien là. Et donc, ben, je me suis amusée à avoir une conversation avec le phare. Et un phare, c'est pas, comment dire, il y a une âme dans un phare. En plus, le phare, ben, c'est ce qui est censé orienter, guider, aider, secourir. Donc, j'ai écrit le phare qui voulait être vu. Et ben oui, c'est un peu paradoxal. Et voilà, ça a beaucoup plu. Et voilà, Mais c'est tout. Mais j'en parle rarement parce que pour moi, c'était écrit en dilettante. Et puis voilà, je préfère aider les auteurs plutôt que d'écrire. Voilà, maintenant, je préfère me nourrir de l'expérience des autres, même si je continue par les voyages de me nourrir de ce que je vis, mais les autres sont bien plus intéressants. Alors, je dis, ça ne veut pas dire que j'aime tout le monde, ça ne veut pas dire que tout le monde est intéressant, non, mais il y a de très, très belles personnes et ça vaut la peine de les écouter. Et ce n'est pas une question d'âge non plus, parce que bien souvent, on dit, oui, il faut écouter les anciens. Oh, bah, pas tout ça. Non, non. Et que j'ai eu une auteure, alors je dis j'ai parce que je l'ai eu aussi souvent au téléphone par rapport à son livre, à sa poésie. Et ça a été la plus jeune, 20 ans. C'est Zélie Auclin. Et quand je l'écoutais, ben, je peux te dire que j'en ai appris des choses. Donc, c'était bien. C'était bien. Yes. Et Voilà. ça t'a permis de voyager à travers des souvenirs que tu avais ou pas? Parce que parfois, j'ai déjà entendu dire qu'au niveau poésie, il y a quelque chose qui se passe avec nos souvenirs. Moi, je ne sais pas, hein. Est-ce que tu as une expérience comme ça ou pas du tout? Alors, ce qui m'a plu dans le livre de Zélie, qui était donc un livre de poésie, c'est que derrière, comment dire? Alors, je vais être très franche, je n'aime pas la poésie. Je n'arrive pas à. J'ai tellement tendance à lire entre les lignes que la poésie, déjà, il faut savoir la lire, l'entendre, parce que c'est pas uniquement quelque chose de visuel, c'est aussi quelque chose de sonore. Mais je n'arrive pas à accrocher à la poésie. Voilà, donc je suis bien déçue par ça. Peut-être que ça viendra un peu plus tard. Et ce qui me plaisait beaucoup chez Zélie,
non pas ces mots en poésie, mais entre les lignes. Et là, il y avait vraiment du lourd. Du lourd par rapport à son expérience, du lourd dans ses mots, en plus c'était bien pesé, et en plus c'était sa maturité, quoi. À 20 ans, avoir cette maturité, waouh, waouh, c'est ça qui m'a plu dans son livre de poésie. Yes. Ben, c'est beau en tout cas. Et il y a un truc qui m'a titillé un petit peu. Tu nous expliquais donc que toi, t'as dialogué avec un phare, c'est pas rien. C'est pas rien dans ton expérience, mais que maintenant, tu préférais mettre sous le feu des projecteurs les autres et pas forcément continuer à écrire, si j'ai bien compris. Donc là, actuellement, tu n'écris plus ou tu Alors, continues en secret? non, je n'écris plus parce que j'ai l'impression que ce que j'ai à dire n'est pas intéressant. Et que, Ah, ça, c'est ben intéressant. oui, oui, alors, je pense que je suis plus faite pour écrire des choses courtes, comme par exemple la mini-bio d'un auteur. Alors ça je sais bien faire. La vidéo, une vidéo où je parle du livre et de l'auteur, ça aussi, je me régale. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Redis-moi, Alexandra, parce que c'est le soir et il y a des fois où je déconnecte un peu. Il y a des petits trous parfois. Mais je disais que là, pour l'instant, enfin là, de ce que tu viens de dire, c'est que toi, tu n'écris plus, mais que tu préfères mettre les autres sous la lumière. Et du Voilà. coup, tu me disais que non, tu n'écrivais plus parce que ce qui te plaisait, c'était, tu t'es rendu compte que c'est d'écrire des choses courtes, c'est ce qui te nourrissait le plus. Et ensuite, on a eu un trou. Il y a eu le trou. Donc, si tu veux, ce qui me plaît, c'est que comme j'ai pas mal d'auteurs qui viennent vers moi, ça veut dire que si moi j'avais à écrire ce qu'ils écrivaient ou une chose semblable, je perdrais énormément de temps. Donc, je préfère qu'il y ait les témoignages de ces auteurs qui vont surtout être des déclics pour les auteurs. C'est-à-dire qu'en lisant un mot, une phrase qui va peut-être faire appel aux souvenirs de ses propres lecteurs, eh bien, je serais ravie de mettre en contact un auteur et son lecteur, ce que j'appelle le déclic. C'est ça qui me plaît. C'est le déclic. Comme un phare, finalement. Tu vois un phare, tu es perdu, tu es en bateau, en pleine mer, il fait un temps exécrable, et tu vois le phare. Bah c'est là où tu réagis, où tu as un peu plus de motivation pour aller jusqu'au bout, pour t'en sortir. Et j'ai envie d'avoir ce rôle-là, c'est-à-dire d'être une lumière. Alors attention à ce que je dis. Je ne choisis pas d'être une lumière, mais je choisis d'apporter une lumière à un auteur en concrétisant son livre et d'apporter la lumière au lecteur qui va se dire mais ça effectivement, j'y avais pas pensé et c'est une bonne idée, je vais acheter ce livre ou je vais le lire ou je vais m'intéresser au sujet. J'ai envie que le lecteur ait un déclic en entendant parler d'un auteur et de son livre. Et c'est exactement la même chose que je faisais lorsque j'étais chroniqueuse à la radio. Parfois, j'avais des chroniques qui duraient 3 minutes avec donc une information principale sur quelque chose ou quelqu'un ou un service. Et je me disais, waouh, entre la première seconde où je vais parler et la dernière minute, ben, entre l'oreille droite de mon auteur et l'oreille gauche, il va y avoir certainement ou pas un déclic. Et j'étais ravie de savoir qu'après, on appelait à l'accueil en disant mais oui, on aimerait savoir où a lieu telle chose, tel événement ou tel livre ou où on peut rencontrer telle personne. C'est le déclic, voilà, c'est la lumière. Yes, c'est aussi joli ce mot, j'aime beaucoup. Donc pour toi, quand je te parle de création de liens, parce que tu me parles beaucoup de toi, enfin j'ai l'impression, je te vois comme ça, toi en tant que guide, comme la lumière du phare, pour connecter le lecteur et un auteur. Donc c'est pour toi, c'est ça la création de liens avant tout, ou tu vois une autre signification de création de liens? Parce que tu me parles beaucoup de ça depuis tout à l'heure et je me dis peut-être pour Fabienne, créer du lien, c'est ce fameux déclic et cette rencontre entre auteur et lecteur. Est-ce que c'est ça ou il y a autre chose? C'est ça. Alors, il y a évidemment la rencontre auteur-lecteur avec le livre qui est entre les deux, hein, puisqu'il faut aussi permettre à l'auteur de vendre et au lecteur de s'intéresser au contenu. Mais ce n'est pas uniquement dans le milieu du livre. Par exemple,
j'aime beaucoup mettre en relation des amis que j'ai qui ne se connaissent pas forcément, pour qu'ils puissent échanger entre eux et éventuellement devenir amis, qui sait. Et quand ça arrive, ben, je suis ravie parce que c'est une mise en relation, c'est créer du lien. Et créer du lien, c'est pas forcément se dire, allez, je vais être sur une scène et puis dans l'assistance, je vais faire en sorte que tout le monde se serre la main, échange les cartes de visite. Non, c'est pas ça du tout. C'est juste qu'il y ait au moins deux individus qui se rencontrent. Et moi, en retrait, encore une fois, pour comme une sorte d'entremetteuse. Alors, ça match ou ça matche pas, hein, parce que c'est pas toujours ce qui fonctionne. Mais en tout cas, j'ai vu que quand je suis avec des amis et qu'on est un nombre impair, eh bien, je me mets toujours en retrait. Et c'est là où on me dit, ben, Fabienne, tu parles plus. Ben non, cette fois-ci, je parle plus parce que j'ai envie de vous entendre parler et j'ai envie que le lien se crée entre vous. Et quand j'ai une amie qui me dit, mais tu sais, j'ai revu ton autre ami, parfait. Voilà. C'est ça, créer. Yeah, c'est de ça dont tu te nourris, c'est de faire en sorte que d'autres personnes se rencontrent et d'avoir ce fameux déclic finalement, ou qu'il n'y ait pas forcément de déclic, mais en tout cas qu'il y ait un lien qui se soit créé. Un lien qui soit créé. Et pas que le lien créé. Alexandra, il y a aussi le lien à entretenir. Sinon, c'est trop facile. C'est pour ça que je dis aux auteurs, bon, ok, c'est parfait, vous avez écrit votre livre, mais à part le début et la fin, est-ce que vous avez rajouté quelque chose pour rester en contact avec le lecteur et d'ailleurs donner envie plus au lecteur de vous recontacter ou de faire un commentaire sur quelque chose qui lui parle dans votre livre, et puis d'entretenir cette relation. Alors, pas uniquement pour prévenir les lecteurs que tel auteur a écrit un deuxième livre, non, non, pour garder le lien. D'ailleurs, c'est ce que j'explique parfois à des auteurs qui me disent, mais oui, mais moi, je tiens absolument à faire une séance de dédicace. Oh là là, alors attention, la séance de dédicace, elle peut être terrible parce que la séance de dédicace, on peut se retrouver tout seul devant la librairie, avec sa table, avec sa pile de livres et aucun lecteur qui soit venu. Et là c'est un coup dur pour l'auteur qui vit très très mal la situation parce qu'il se rend compte finalement que soit la librairie a mal communiqué sur lui, soit son livre n'intéresse pas, soit. Voilà. Donc c'est pour ça que créer du lien, c'est à même le livre et puis toujours en gardant une humilité et puis en nous demandant, à toi comme à moi, mais comment je peux faire pour créer du lien avec le lecteur sans forcément me retrouver complètement isolée, esselée à ma table de dédicace où personne ne sera venu et où même personne n'ose venir parce qu'il y a plein de préjugés aussi par rapport à l'auteur qui fait sa dédicace. On a l'impression qu'on va devoir acheter son livre. Non, c'est pas que ça, une séance de dédicace. Yes, c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est comme si un peu on prenait pour acquis, ok, on s'est parlé, parce que toi tu parlais de rencontre avec deux personnes, ok, on a tissé un lien, mais comment on fait pour garder justement ce lien qu'on a créé, peut-être 10 minutes, on s'est parlé 1 heure, j'en sais rien, mais comment on entretient ce lien-là pour qu'il dure dans le temps? Toi, est-ce que tu sais comment tu fais toi, que ce soit dans ta vie perso ou dans ta vie pro, pour garder le lien justement? Comment t'entretiens toi, cette flamme? Alors, je vais prendre l'image de l'amitié. Voilà, l'amitié, c'est pas uniquement, comment dire, passer un coup de téléphone, envoyer un SMS à son ami. C'est aussi faire des choses pour lui. Donc, faire des choses pour lui, c'est aller le voir quand il va bien, c'est aller le voir quand il va pas bien, et surtout quand il va pas bien. Et pour l'auteur et le lecteur, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses à organiser autour du livre, autour de l'auteur, de sa personnalité. Oui, il y a la séance de dédicace, mais pas seulement. Je pense que l'auteur ne doit pas considérer qu'une fois qu'il a écrit son livre et qu'il est sur le marché, que tout le monde va venir l'acheter. Non, il faut
communiquer. Donc, c'est là où je fais la différence entre créer du lien et communiquer. Communiquer, c'est faire appel à des outils de communication, les réseaux sociaux. Mais pas uniquement les réseaux sociaux, parce que il ne s'agit pas de balancer son livre avec son minois d'auteur. Non, il y a différentes accroches, surtout que depuis le confinement, comme je te disais tout à l'heure, Alexandra, il y a plein de gens qui écrivent, sauf que il y a plein de réseaux sociaux et il y a plein de groupes Facebook qui se sont créés. Et maintenant, tout le monde diffuse on va dire, les livres ou de la publicité sans prendre le soin d'expliquer pourquoi quelque chose de nouveau arrive sur les réseaux. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Donc, justement, la concrète fait en sorte de bien, comment dire, encore une fois, de prendre l'auteur à part, son livre à part, de prendre les lecteurs à part aussi et de dire, vous n'êtes pas là pour utiliser Facebook comme un vide poubelle ou comme une poubelle. Non, vous avez quelque chose à dire sur vous, sur votre livre et de dire quelque chose aussi au lecteur. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on n'écrit pas, un auteur n'écrit pas pour se faire plaisir, il écrit pour le lecteur. C'est là toute la différence. Sauf que, bah oui, en tant que fausse croyance, en tant que préjugé, l'auteur qui se met à écrire n'est pas au courant de tout ce qui a changé depuis le confinement et tout ce qu'il faut faire désormais maintenant pour ne pas être noyé dans la masse. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas que le livre, il n'y a pas que l'auteur, il n'y a pas que les lecteurs. La communication, ou communiquer en tout cas, c'est un ensemble de 3 personnes. Et une 4e personne qui est le professionnel, qui aide, qui guide, qui incite, qui encourage aussi, parce que c'est pas facile d'être auteur, mais qui encourage aussi. Et voilà, donc il y a plein de choses, il y a plein de choses à faire, c'est certain. Yes. Et justement, en parlant de choses à faire, puisque concrètement, on va y venir, hein. Est-ce que tu as souvenir comme ça d'actions que toi, tu as réalisées ou alors que tu as proposé à des auteurs que tu accompagnes de réaliser comme action? Les actions les plus folles, les plus dingues que tu aies jamais vues, entendues, proposées. Est-ce que tu en as comme ça à nous lancer comme ça pour nous vendre des trucs un peu dingues, tu vois? Parce que tu nous as dit ordinaire, hein, et que tu aimais les choses atypiques. Oui. Alors, je ne sais pas si on peut dire des choses les plus folles parce que ça pourrait faire peur. Un auteur, quoique bon, j'ai différentes personnalités parmi les auteurs. Bon, les vidéos de, comment dire, de promotion, ça, les auteurs aiment beaucoup parce que j'ai une manière de parler de la personne, de parler du livre qui est assez hors norme. C'est-à-dire que je sais ce que j'ai à dire, je sais ce que je fais ressortir, je n'ai pas peur de le dire, et c'est ça qui plaît finalement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? D'aller un peu plus loin, c'est… Oui, par exemple, finalement, je reste très conventionnelle, mais c'est dans le ton que je leur donne à écrire ou moi-même à rédiger, par exemple, les communiqués de presse. Quand un auteur veut communiquer auprès de la presse, je suis capable de faire tout un fichier en lui disant, ben voilà, en fonction de votre livre, de sa thématique, de votre région, de votre manière aussi de parler de votre livre ou d'être capable de discuter avec un prochain journaliste ou quelqu'un d'autre, je peux vous établir une liste des incontournables à contacter pour vendre votre livre, pour éventuellement transformer quelques petites choses pour qu'ils soient encore plus adéquates par rapport aux objectifs que vous souhaitez atteindre. Donc ça, c'est une chose que je sais faire. Le communiqué de presse aussi, il y a une manière de… là, disons que c'est plus des… Comment on appelle ça, des codes de journaliste à journaliste qui sont importants. Donc, c'est là où je dis à l'auteur, je vais pouvoir vous former à avoir une conversation et non pas une interview avec un journaliste. Savoir que il ne faudra pas emmener le journaliste sur tel sujet parce qu'il peut vous poser des questions qui vont vous embarrasser.
Et puis en même temps, je désacralise le journaliste parce qu'il ne faut pas croire non plus que c'est quelqu'un de haut placé. Non, un journaliste, c'est quelqu'un qui va aux toilettes comme tout le monde. Je suis désolée de dire ça à cette heure-là, mais c'est comme ça. Voilà. Et donc, il faut aussi arriver à désacraliser l'auteur qui est, pas l'auteur, le journaliste qui est quelqu'un qui a un peu plus une manière d'écrire qui est rapide, qui sait quoi faire, quel angle trouver, mais qui reste une personne comme les autres et qui parfois, oui, devrait avoir plus faire profil bas par rapport à un auteur qui se met à nu. Enfin bref, voilà, c'était la petite parenthèse qui refermait ce qu'on a dit tout à l'heure. Des choses folles, oui, j'ai eu des idées complètement folles. Après le confinement, le fait de faire, comment on appelait ça, oui, une séance de dédicace en vidéo. Et ça, c'était à préparer. Et ça pouvait être très sympa. Bon, puis la personne a eu un souci dans sa famille, donc elle n'a pas pu donner suite. Mais voilà, il y a des choses comme ça. Et puis bon, quand il s'agit de trouver des choses originales, la compète se débrouille bien. Voilà, j'ose le dire. Ouais, et de ce que j'entends, ça veut dire que tu t'adaptes aussi en fonction de la personnalité de l'auteur que tu accompagnes aussi, et jusqu'où il est capable d'aller, ou tu as tendance à pousser un petit peu hors des sentiers battus? Alors, pour l'idée, pour on va dire l'outil qui va permettre à la personne, à l'auteur de bien se faire connaître, là, je lance toutes sortes d'idées. Donc ça, je suis créative. Maintenant, si un auteur me dit, mais Fabienne, je m'en sens pas capable, Ouais, c'est à ça. ce moment-là, je peux le faire à sa place. C'est-à-dire les relations avec la presse, envoyer un communiqué de presse, soit je dis à l'auteur, voilà, vous avez la trame du communiqué de presse, il n'y a plus qu'à remplir les blocs et puis en fait vous y mettez ce que vous savez écrire de vous, ou alors je les aide, évidemment ce sont des prestations, ou bien carrément aller chercher les coordonnées des journalistes. Ça c'est aussi une prestation que je propose parce que c'est mon ancien métier quand même, les relations presse, journaliste. J'ai cette chance de savoir comment ça fonctionne dans le milieu de la presse. Voilà, ça c'est important. Et justement, parce que tout à l'heure, tu parlais de se mettre en scène un petit peu à travers des vidéos. Est-ce que, donc ça, on sait que tu nous as dit tout à l'heure que tu pouvais faire aussi parler de l'auteur de son livre à travers une vidéo que toi, tu réalises. Est-ce que il y a un travail d'accompagnement pour les personnes qui aimeraient se mettre derrière la caméra, mais qui n'osent pas parce que, ben voilà, on a peur d'être critiqué, on a peur d'être jugé, de pas de se faire comprendre. Est-ce que toi, il y a un travail que tu fais avec l'auteur comme ça, tout ce travail de visibilité, tu vois? Alors oui, parce que il y a quelques années, j'ai des personnes et des chefs d'entreprise notamment qui sont venus me voir en me disant Fabienne, vous êtes journaliste, bon, on sait que vous êtes accessible, que vous n'allez pas vous moquer de nous si on fait quelque chose de bien, de moins bien, si on bafouille. Et donc, ils avaient rendez-vous avec un journaliste pour présenter leur entreprise. Et je leur ai dit, bon, allez, on va détricoter cette montagne que vous vous faites par rapport à l'idée du journaliste. Et vous allez voir que ça va très bien se passer. Et c'est vrai que voilà, ce sont des choses que je propose aussi aux auteurs, c'est-à-dire de les accompagner, de les former à l'interview et même de pas être très loin ou même de rencontrer le journaliste avant pour savoir quelles sont les questions, même si ça ne se fait pas. Mais de journaliste à journaliste, ça se fait. Yes. Ouais, c'est ça que tu nous disais, toi tu connais un peu les codes de ce qui est bon à faire, ce qui est moins bon ou pas préférable en tout cas de faire. Donc c'est une chance et que tu peux transmettre et former, tu te disais tout à l'heure, les auteurs que tu accompagnes aussi à aller au-delà de leur peur et au-delà de ce que ça peut impliquer quand il s'agit de se mettre en scène et de parler de soi. Et du coup, je me demandais, parce que il y a beaucoup de choses fortes qui ressortent de ton discours. Hein. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais depuis Non, tout à Alexandra, merci, merci. l'heure, mais il y a des choses, tu nous dis que déjà dans ton histoire à toi, tu as écrit des choses pour faire passer des messages sur tous les différents rôles. Est-ce que je peux parler de rôles? Toutes les différentes vies
que tu as endossé, le fait d'être mère, le fait d'être une épouse, le fait d'être une journaliste, tu vois, tu écrivais comme ça des messages et j'étais en train de me dire, et tu parlais de ça, tu parlais des auteurs, quand tu fais le pas de côté que toi tu arrives à faire pour voir qu'est-ce qu'il y a comme message qui ressort, bah, c'est un de tes talents aussi, en plus de connaître bah, le monde des médias et tout ça, dans les coulisses, je parle. Et je me disais, mais c'est qu'est-ce qui t'a donné finalement envie de créer de la concrète, de tourner même vers le journalisme, hein, parce que ça fait longtemps, hein, Oui. longtemps. Oui. Moi, quand je dis longtemps, c'est des années, c'est pas des millénaires non plus, mais qu'est-ce qui t'a donné l'envie, tu vois? Pourquoi ce métier-là? Pourquoi ces métiers? Parce que éditrice maintenant. Alors, j'ai vécu 22 ans à Nantes. Alors, c'est vrai que je suis parisienne à la base, mais j'ai vécu 22 ans à Nantes. Et puis, j'ai quitté Nantes pour m'installer à Paris. Et en arrivant à Paris, je me suis dit, allez, puisque j'ai changé de lieu et presque changé de vie, ce serait bien que… alors, non, je commence mal, en fait, je commence mal. J'ai quitté la presse parce que la presse, c'est finalement, c'est finalement très superficiel. Donc, j'ai un avis sur les médias qui n'est pas favorable du tout, n'est-ce pas? Donc, et que je ne vais pas développer, hein, je ne vais pas développer. Oh, Et donc, tu peux. Ou alors, on se le réserve pour les coulisses. n'écoutez pas les médias. Voilà, c'est ça mon message principal. Et donc, c'est là où je me suis dit, maintenant que tu as quitté Nantes, que tu as quitté ta jolie maison, que tu es à la capitale, n'est-ce pas, qu'est-ce que tu veux faire? Et comme le livre, pour moi, le livre m'a aidé dans ma vie à différentes périodes de ma vie. Je considère même que à l'âge de 36 ans, 34 ou même un peu avant, j'ai réappris à lire. Alors un jour, j'ai dit ça à quelqu'un qui m'a dit, vous avez eu un accident, vous avez eu un traumatisme crânien. Non, c'est pas ça du tout. C'est que j'ai appris à lire comme tout le monde à l'école, sauf que j'ai redécouvert la lecture et puis des auteurs que je ne connaissais pas et j'ai appris aussi à lire entre les lignes, ce que j'ai trouvé formidable. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit que j'ai réappris à lire en ayant le plaisir de lire. Et donc en arrivant à Paris, je me dis, ben, voilà, c'est ça, je veux travailler dans une librairie. Sauf que alors, j'ai pris mon CV sous le bras, j'ai fait carrément du porte-à-porte dans les librairies qui me plaisaient, hein, librairie quartier, grande librairie, etc. Et j'ai eu un accueil terriblement négatif. Bon, je ne pouvais pas cacher que j'étais une ancienne journaliste, mais les gens ont cru que je venais en les prenant de haut, alors que c'était plutôt les libraires qui me prenaient de haut. Donc, je n'ai trouvé aucun emploi de libraire, ou en tout cas pour aider les libraires. Ce que je voulais, c'était être dans l'univers du livre. Et il y a un moment où je me suis dit, Fabienne, il va falloir quand même travailler. Et c'est là que une célèbre phrase de ma grand-mère, qui n'est absolument pas célèbre, me disait, Fabienne, si tu ne peux pas prendre l'ascenseur, tu prends l'escalier. Et c'est là où je me suis dit, eh ben, je ne vais pas créer ma librairie, mais je vais créer ma maison d'édition. Ah, ma maison d'édition. Alors ça, c'était pompeux comme tout. Et puis finalement, j'ai réactualisé, réorienté à chaque fois les services que je voulais proposer. Et puis, voilà, je suis immergée dans les livres et c'est ça qui me fait plaisir. Et quand je reçois le livre d'un auteur physiquement en main ou même en e-book, voilà, en e-book, c'est plaisant, je suis ravie. Je suis ravie. Donc, c'est pour ça que j'ai créé La Concrète. C'est pour avoir concrètement un métier qui me permette de vivre en plein cœur du livre. Yeah, c'est intéressant ça. En tout cas, c'est beau la remontée et le fait de te dire, bah, ok, si les autres ne veulent pas de moi, bah, je vais créer quelque chose qui me ressemble et puis au moins je me fais plaisir, je me nourris comme ça. Les livres, tu nous dis que c'est ton univers. Et est-ce que tu peux nous préciser, oui, je demande beaucoup de précision, qu'est-ce qui concrètement, je vais l'utiliser tout le temps, qu'est-ce qui concrètement t'attire dans le livre? Comment tu te sens quand tu lis, quand tu vois un livre, quand tu le tiens? Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Ça aussi, c'est une rencontre. Alors, ce que j'aime beaucoup dans un livre,
Et je pense peut-être qu'on a tous le même réflexe, c'est évidemment la couverture. Mais pas que. C'est-à-dire que quand j'ai le livre en main, je le retourne. Donc, la première de couve et la quatrième de couve sont tout aussi importantes l'une que l'autre. Alors, c'est là où, dans le commerce, je suis un peu déçue par les mini-biographies de l'auteur qui est sur la quatrième de couverture, même le résumé, où ça donne pas toujours envie. Ou alors, même, on t'en dit trop. Et là, c'est même pas la peine, quoi. C'est un peu comme dans comment on appelle ça, au cinéma, on a les spoils. Voilà, voilà. Et je trouve qu'on a compris le film, donc c'est dommage. On n'a plus besoin ni d'aller voir le film et encore moins donc d'acheter le livre. Donc, ce qui me plaît beaucoup, ce sont les couvertures, parce qu'il y a je trouve qu'il y a des mises en page qui sont formidables. Il y a des graphistes qui font des couvertures géniales. Alors, il y a aussi, comment dire, qu'est-ce qui me plaît dans le livre? C'est son ensemble. Oui, j'aime le livre physique. Voilà, j'aime le livre physique, mais j'apprends aussi à lire l'e-book. J'ai pas de liseuse encore, j'en ai pas parce que j'ai mon ordinateur et que j'aime bien mon ordi et que jusqu'ici ça me suffit. Mais ce qui compte, qui est quand même le plus important pour moi, c'est le contenu. Ça reste ça. C'est-à-dire qu'il m'arrive aussi parfois de trouver dans la rue des livres et de les prendre. Alors, des livres qui sont dans ces petites boîtes à livres, bibliothèques de rue. Bon, ça, je trouve ça, c'est une idée qui est géniale. Hein. Mais parfois, il y a des livres qui sont laissés comme ça sur des bancs. Ça, je trouve ça intéressant. Puis, il y a ce côté hasard, opportunité qui peut très bien être avoir une super émotion en lisant le livre qu'on a trouvé sur tel banc à tel endroit. Et alors, quand je lis un livre, c'est très drôle parce que il faut vraiment que les premières pages m'accrochent. Je dis pas la première parce que faut laisser quand même le temps à la mayonnaise de prendre, hein, c'est normal. Mais il m'est arrivé de lire des livres ou de m'empêcher de lire des livres parce que je savais que j'arrivais à la fin et je voulais pas arriver à la fin parce que j'étais trop bien dedans. Ah, carrément. Et il y en a un qui me vient à l'esprit, pourtant c'est un vieux livre, hein, c'est le livre d'Anna Gavalda, Ensemble c'est tout. Anna Gavalda d'ailleurs que j'avais interviewée et elle m'avait dit, parce que je lui avais expliqué dans notre conversation interview, je lui avais dit mais Anna, votre livre, j'ai mis un temps fou à le lire parce que, alors c'est vrai qu'il était épais, mais il n'y avait pas beaucoup de contenu, et surtout parce que je ne voulais pas que ça se termine. Et elle m'a dit, mais Fabienne, je vais vous dire une chose, quand j'écris un livre avec les personnages, dès que j'ai mis le mot fin, je déprime parce que je quitte les personnages. Donc ça, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Alors il y a aussi le fait de, tu as employé tout à l'heure le mot se nourrir du livre. Oui, se nourrir. D'ailleurs, ce sont des livres bien souvent que je mets tout près de mon lit, tout près de ma table de chevet, que je ne lis pas pendant des années et qui restent les uns en dessous des autres ou au-dessus des autres parce que ils sont comme un tableau, ils sont là. Je sais que les mots sont là et il y a une résonance, il y a une âme. Et c'est ça qui est très, très important pour moi, très important. Yes, c'est beau ce que tu dis, c'est presque de la poésie d'ailleurs. Non. Ah, allez, on n'y coupe pas, on n'y coupe pas. Et du coup, je me demandais, parce que c'est intéressant ce que tu dis, tu parles de messages qui sont contenus dans le livre, mais aussi des émotions, du fait, j'ai l'impression que même de les savoir là, tu vois, de les savoir juste poser ici à côté de ta table, sur ta table de chevet, il y a comme une présence, quelque chose qui se forme, et que je me disais, est-ce que là, dans le message que veut faire passer la concrète, c'est-à-dire toi, hein, et c'est marrant de parler de la concrète comme quelqu'un, je me disais, est-ce qu'il y a ce message-là que tu as envie de faire passer? Quel message d'ailleurs tu as envie de faire passer? Est-ce que tu nous parles de message, de faire un pas de côté? Si on fait un pas de côté, quel message on peut lire dans l'histoire et dans les messages de la concrète? On va lire qu'il faut rester soi-même. Voilà. Pas chercher à copier ou être l'auteur, comment dire, l'auteur qui va être édité ou qui va sortir à la rentrée de septembre ou le livre qui va être le plus lu. Non,
il faut pas être dans un esprit mercantile. Ça sert à rien parce que si on a pour but de vendre beaucoup, on n'est plus un auteur, on est un marchand. Et quand je dis rester soi-même, c'est garder son style. C'est pour ça que je laisse aux auteurs leur style rédactionnel. Bon, s'il y a vraiment un truc qui va pas, ou alors, une fois, il m'est arrivé de refuser un auteur qui a employé trop souvent de gros mots ou d'expressions qui me fatiguaient à lire. Et j'ai dit non, je suis désolée. D'ailleurs, je crois que c'est le seul que j'ai refusé. Et il m'a dit, mais je comprends pas, c'est mon style. Ben non. On peut parler à quelqu'un, on peut s'exprimer sans forcément avoir toujours un langage brutal. Oui, ça peut être un style, mais en tout cas, c'est pas le mien. Donc, c'est pour ça que la concrète, c'est vraiment moi. C'est-à-dire que je me mets à nu, je suis, comment dire, je parle avec, enfin, comment dire, c'est cette histoire d'humilité, d'empathie aussi. C'est-à-dire que parfois, les questions que je peux poser lorsque je dois rédiger la mini-bio d'un auteur, les questions que je pose à l'auteur pour prendre des notes, sont des questions qui ont un côté un peu psycho. Voilà, psycho à la petite semaine, mais qui me conviennent. Voilà, pour pas faire peur non plus à l'auteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, donc le fait d'être authentique, le fait de se respecter. C'est-à-dire, ok, vous voulez être auteur, mais qu'est-ce que vous voulez faire de votre livre? Et quand on me dit, ah ben moi je veux absolument le mettre en librairie, bon d'accord, c'est votre souhait, mais pourquoi? Ah bah parce que c'est comme ça qu'il va se vendre. Ah, non, 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 c'est pas comme ça qu'il va se vendre. Il sera en librairie, oui, si vous y arrivez, mais moi, je le ferai pas parce que je ne veux pas. Parce que s'il entre en librairie, vous qui êtes un auteur mal connu, pour ne pas dire inconnu, votre livre peut être accepté par le libraire, mais il va en prendre un ou deux et il va le mettre au fin fond de la librairie, sur l'étagère coincée, non pas entre Balzac et Baudelaire, mais allez, tout au fond, où personne ne va. Et est-ce qu'être en librairie, c'est intéressant de ne toucher que 6% de la vente d'un livre à 10 euros? Alors, Alexandra, j'ai pris ma calculatrice. Ça fait 60 centimes pour un livre qui coûte 10 euros. C'est gagner 60 centimes. Alors, ça, c'est quand on veut être évidemment dans une maison d'édition. Donc, c'est de la bêtise. Et puis, le libraire, lui, ce qu'il veut, c'est vendre ses livres. Lui, il est marchand. Mais un auteur, il n'a pas à avoir cette position de marchand. Bien sûr qu'il serait heureux, ravi de vendre ses livres en grande quantité. Mais il faut être aussi réaliste et accepter que les ventes se fassent progressivement et de faire appel aux professionnels aussi. Voilà. Yes. Donc, en tout cas, le message est passé. Il n'y aura pas de livre en librairie avec Fabienne, ok? Non, non. Mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est comme ça aussi que se fait la décision des auteurs de travailler avec la concrète ou pas, c'est qu'ils comprennent. Ils comprennent que finalement, soit ils touchent 60 centimes d'un livre à 10 euros, soit ils ne sont pas vendus et leur livre leur est rendu poussiéreux. Parce qu'il faut savoir qu'un libraire, même avec les grandes maisons d'édition, quand ils achètent, je sais pas, 300 livres de tel auteur chez Gallimard et que le livre s'est vendu mais qu'il leur en reste 100 sur les reins, ils retournent les livres aux imprimeurs. Aux imprimeurs, oui, aux imprimeurs aussi, mais aux libraires. Donc, il faut aussi avoir en tant qu'auteur une humilité. Si ça marche, tant mieux, c'est super. Et puis, ne pas oublier aussi que le déclic pour une seule personne, c'est déjà énorme, surtout s'il y a un message à faire passer. Yes, et c'est ce que tu t'attelles en tout cas à faire ressortir et à révéler le plus possible pour créer cette fameuse rencontre et le déclic chez ce lecteur. Donc, qui est le déclic de ce que je comprends, c'est à la fois le message
du livre, à la fois la personnalité de l'auteur, son ton, son style, mais aussi ce qu'il peut y trouver comme émotion et de ce qu'on peut vivre à travers un livre, en tout cas quand on l'a ou quand on le lit sur liseuse ou alors en papier. D'ailleurs, est-ce que toi, tu fais une différence dans ce que tu ressens, que ça soit sur liseuse ou papier, ou est-ce qu'il n'y a pas de différence pour toi? Ouais, si. Papier. Alors, j'aime la version papier, j'aime beaucoup les livres alignés les uns à côté des autres. J'ai l'impression d'avoir une bibliothèque ou d'avoir une librairie. On voit derrière ta bibliothèque, c'est ça que tu es en train de dire. Tu vois, et encore, j'ai plein de cartons de livres, mais ça, c'est un crime de les laisser dans les cartons. Mais bon, quand j'aurai un appartement beaucoup plus grand, là, je pourrais faire la bibliothèque et même construire l'appartement autour des livres. Voilà. Ah, c'est Ça ça. sera un grand rêve, un grand projet, on va dire. Voilà, donc on a quand même un autre projet. Hein. Mais pour répondre à ta question, que j'arrive à me souvenir, tu vois, donc ça, j'ai pas de trou là. Oui, le livre papier, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai malgré tout une crainte, c'est qu'un jour ils disparaissent. Oui, oui, parce que il faut pas croire, les e-books sont en forme, voilà, c'est-à-dire que c'est un grand marché aussi. Les liseuses sont encore un peu à la ramasse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire trop de choses avec elles, mais je pense qu'à terme, il y aura un mix téléphone, ordi, liseuse. Bon, dans quelques années ou même dans un avenir très proche. Le livre papier, je le trouve très cher, très très cher. Quand on voit le prix des bandes dessinées ou même le prix des livres jeunesse pour des petits, waouh, ce sont parfois des trésors qu'on achète en contenu, en dessin, en couleur, en créativité, mais ça vaut la peau des fesses, quoi. Et le livre papier ne devrait pas être inaccessible au lecteur à cause de son prix. Ça, c'est dommage. Bon, il m'est arrivé, notamment là, ces 2 derniers mois, quand j'étais en vadrouille sur un phare en Norvège, j'ai emporté avec moi un gros livre et j'étais contente de le savoir dans mon sac à dos alors que j'avais déjà une valise de 23 kilos qui était très lourde. Très lourde. Voilà. Yes, ça fait une présence, mais il y a quand même, ouais, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une espèce de respect pour la forme papier? Ou est-ce que ça te paraît complètement n'importe quoi? Oui, parce que quand on connaît aussi le travail qu'il y a derrière, on peut avoir du respect. Alors, si tu veux, les prestations que je propose avec la concrète, c'est pas pour dire non, les maisons d'édition, c'est de la bêtise, c'est pas possible. Non, c'est pas ça. Bon, il faut avoir une méfiance par rapport à certaines maisons d'édition, évidemment. Si les auteurs sont comment dire, édités par les grandes maisons d'édition, je dis bravo, même si j'ai un peu mon idée par rapport aux grandes maisons d'édition et que je pense que les dés sont pipés, les choses sont faussées dès le départ. Bon, c'est un… Non, allez, je m'étends pas là-dessus. Bon, voilà, bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc tant mieux si un auteur a ses livres de publier, c'est une très très bonne chose. Je ne sais plus ce que je disais avant, décidément. Hein. Comme il y avait comme une forme de respect pour le livre papier. Oui, pour le livre parce qu'il y a le temps qu'a pris l'auteur pour l'écrire, il y a aussi les corrections parce qu'on imprime, enfin, on ne publie pas un livre avec des erreurs, même si on garde le style de l'auteur. Et puis c'est aussi une aventure, donc une aventure, ça se respecte. Même si le livre est tout petit, même s'il n'a pas beaucoup de feuilles, c'est de la créativité, c'est du courage, c'est la première marche qu'un auteur a amorcée pour concrétiser son livre. Tu vois, concrétiser. Donc, oui, si, c'est quelque chose d'important, donc respect. Mais même un e-book, c'est aussi du boulot, c'est du boulot. Donc, Et non.
sur les audiobooks. Tout à l'heure, tu parlais du ton, du style, parce que quand tu disais que la poésie, ça se lit, mais ça s'écoute aussi parce qu'il y a le ton derrière, l'aspect sonore. Et qu'est-ce que tu penses des livres, non pas des e-books, mais des audiobooks? Alors, je trouve ça très bien parce que, finalement, grâce au confinement, on, on peut se rendre compte, alors déjà qu'il y a différentes manières d'éditer un livre hein, ou d'auto-éditer un livre, et il y a aussi d'autres manières de l'écouter. Et notamment les gens qui sont en voiture. Alors, je ne parle pas de ceux qui sont tout le temps pendus au téléphone, à passer leur conversation, écran, téléphone à l'oreille ou autre, non. Je pense que les audiobooks peuvent s'écouter et que ça rend service aussi d'intégrer une histoire autrement qu'en la lisant. Et puis d'ailleurs, nous avons tous des canaux de compréhension différents. Moi, je sais que je suis très visuelle, auditive, un peu moins. D'autres, préfèrent qu'on leur décrive une recette de cuisine à l'oral, alors que moi, pas du tout. Il faut que j'ai carrément le papier sous le nez. Mais les audiobooks sont très, très intéressants et ils existent depuis très, très longtemps. Alors, ce qui est très drôle, c'est que j'étais étudiante et déjà, comme quoi j'étais dans l'univers du livre ou un prémisse, j'avais fait une étude de marché sur les audiobooks. Il y en avait, je ne sais pas, très peu à l'époque. Et je trouvais ça bien parce que voilà, on peut l'utiliser à sa manière. Tu fais la cuisine, tu écoutes un livre. On écoute la radio, les médias, avec des choses, mais qui sont, je le redis encore en tant que journaliste, d'ex-journaliste, je peux me permettre, des trucs ridicules où c'est la cacophonie. Mais un livre que l'on entend en cuisinant, mais c'est formidable. Je dis bravo. Donc, moi, je suis pour toutes ces innovations par rapport au livre, par rapport à la connaissance, par rapport à un récit. Et même dans la concrète, il y a une chose que je propose, c'est le livre en série. Alors ça, je trouve ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Ben, c'est être le Netflix finalement du livre. Si on est capable d'être entretenu d'un bout à l'autre par un film, avec ses personnages, avec son récit sur Netflix, bah, pourquoi pas avec un livre. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait de prêter sa voix pour permettre à des personnes handicapées d'entendre un livre ou le contenu d'un livre qu'elles ne pourraient pas lire ou qu'elles ne pourraient pas tenir en main. Donc, en fait, je vais rajouter une chose à la question que tu m'as posée tout à l'heure sur la concrète. Bah, oui, il y a l'auteur, il y a le lecteur, il y a le livre entre les deux, mais il y a aussi tout ce qui est important pour apporter la connaissance. Il ne s'agit pas d'être féru de connaissances, non, mais d'avoir accès en fonction de notre canal de compréhension, d'avoir accès à tout contenu, donc soit en audio, soit en liseuse, soit en livre papier. Finalement, le choix est important et puis on a tous tellement de modes de vie différents que on va quand même finir par comprendre comment lire, parce que pour moi, c'est indispensable, c'est le savoir en premier. Et puis, c'est aussi le lien. Voilà, c'est une manière de créer le lien auteur-lecteur. Et puis bon, malheureusement, j'aimerais vraiment qu'on diminue le prix du livre, ça c'est certain. Mais bon, ça dépend pas de nous. En tout cas, on a lancé la bouteille à la mer. Si vous nous écoutez, baissez le prix des bouquins, ok? Et justement, comment pour poursuivre dans cette voie, après je vais te lâcher, je te rassure, sauf si tu as envie de passer la soirée. Hein. Comment tu vois prochainement l'édition? Donc déjà, une volonté de réduire le prix d'un livre pour que ce soit plus accessible, en tout cas à plus de bourses. Comment tu vois, comment tu t'imagines l'édition? Dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce que tu as une vision comme ça un peu futuriste de ce que ça donne? Et quand je dis édition, je parle aussi auto-édition, hein? Ou peut-être Oui, d'une oui. forme, du coup.
Oui, alors, les auteurs qui décident de s'auto-éditer ou de faire appel à la concrète, par exemple, pour être aidés dans leur auto-édition, les auteurs qui acceptent l'aide d'un prestataire ou de quelqu'un d'autre doivent absolument le faire. Je t'explique pourquoi, Alexandra, je développe. En fait, il y a tellement de gens maintenant qui écrivent. L'auto-édition est tellement populaire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Oh, bah, moi j'ai envie d'écrire sur telle chose, sur telle expérience, je vais prendre mon stylo et écrire, et puis où j'envoie la concrète. » Sauf que j'ai envie de dire, je l'ai dit ou je te l'avais sorti, trop de tomates, tue la tomate. Trop d'informations, tue l'information. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que à force de faire n'importe quoi, n'importe comment, on va finir par bousiller cette opportunité géniale de s'auto-éditer. Donc ça, c'est une première chose. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec l'e-book. C'est-à-dire qu'il y a une époque où l'e-book avait très mauvaise presse parce que on avait l'impression que c'était un livre de troisième zone. Et en fait, non, pas du tout. C'est juste une commodité de lecture. Donc, l'auto-édition devrait un peu plus, ou les auteurs en auto-édition devraient un peu plus se recadrer, un peu plus comprendre où ils vont, de ne pas aller seuls dans un domaine qu'ils ne connaissent absolument pas. Et alors, j'arrive aussi au niveau du prix. L'édition est très chère. Voilà, le livre est très cher. Et un livre, même pour un auteur auto-édité, un auteur qui se dit, bah oui, je vais gagner beaucoup d'argent. Déjà, il a tout faux parce que ça ne devrait pas être cette motivation première. Mais il faut aussi qu'il comprenne une chose, c'est que si le prix est trop élevé, déjà, le lecteur n'est pas quelqu'un de stupide. Il fait attention à son porte-monnaie. Tout le monde fait attention à son porte-monnaie, surtout depuis un certain temps. Et il vaut mieux, je pense, revoir un peu à la baisse son prix, quitte à en vendre plus que en vendre un seul qui soit cher. Qu'est-ce qu'on veut? L'auteur, il a besoin de faire passer un message. En tout cas, je l'aide à faire passer un message. Donc, autant toucher plus de personnes que d'en toucher un parce qu'il aura voulu mettre son livre à 10 €. Ça ne sert à rien. Et en auto-édition, c'est là où c'est beaucoup plus intéressant d'être en auto-édition que de vouloir se faire éditer par une maison. C'est qu'en auto-édition, on touche 100% de sa création, tandis qu'en maison d'édition, pardon, on touche que 6%. Donc, c'est les fameux 60 centimes sur un livre qui vaut 10 €. Donc, c'est complètement aberrant. Complètement aberrant. Maintenant, ma vision de l'édition, ben, autant je te disais que je suis quelqu'un d'hyper optimiste, là, Il n'y a pas d'optimisme. je la vois pas bien parce qu'on a vu aussi avec le confinement que les librairies n'étaient pas essentielles par rapport à des cavistes. Hein. Ensuite, que les libraires continuent de vendre des livres de grandes maisons d'édition. Il y a très peu de livres d'auteurs auto-édités. Ça, il n'y en a pratiquement pas. Et ça, c'est dommage. Donc, le libraire, il reste un marchand. Donc, pour moi, le livre est auto-édité ou même édité, il va rester, il ne sera pris que dans une librairie qui saura qu'elle pourra avoir sa marge. Et donc, ça, c'est dommage. Le livre papier, ben, j'ai réalisé ça il y a très peu de temps. Le livre papier, finalement, on gaspille énormément d'arbres. Nous qui parlons d'écologie, c'est fou ce qui est gâché finalement. Alors, oui, il y a quelques années, il y a le livre recyclé. Oui, c'est très bien, mais c'est une part infime de l'édition, le livre recyclé. Et puis, il y a une chose que j'ai apprise il y a peu de temps qui est aberrante, c'est une grande maison d'édition, enfin les grandes maisons d'édition, lorsqu'elles vendent les livres de leurs auteurs en librairie, et lorsque le libraire retourne les livres non vendus, les livres invendus, qu'est-ce que font ces maisons d'édition? Elles les broient,
elle broie les livres invendus. Mais ouais. pour moi, c'est un gâchis inimaginable. Et ces invendus sont broyés, mais ne deviennent pas pour autant des vrais livres, ne redeviennent pas des livres. Donc pour moi, ça me paraît complètement fou. Alors en même temps, je te dirais, Alexandra, que je ne suis pas Madame Irma, donc je ne sais pas, je peux me tromper, j'espère me tromper. Mais avec tout le numérique, que j'aime beaucoup, hein, je pense que l'édition va très très vite se changer, se transformer. Mais comme toute nouvelle idée, toute nouvelle liberté des auteurs de devoir écrire et de faire leur livre par eux-mêmes, il faut vraiment qu'ils fassent attention, il faut vraiment qu'ils se cadrent, il faut qu'ils respectent quand même les bases de l'édition et surtout leur manière de communiquer vis-à-vis de leurs lecteurs, parce que oui, il y a beaucoup de lecteurs, mais il ne faut pas oublier qu'un livre se paye, un livre s'achète, et qu'il y a énormément aussi d'auteurs. Donc, pour arriver à faire son trou ou se démarquer, il faut faire appel à des gens concrets. Excellent. Moi, tu sais, je dis rien. Excellent. Oui, et c'est super intéressant, hein. C'est vrai que tu nous as peint un petit tableau un petit peu pessimiste, hein, de l'avenir. En tout cas, c'est ta vision et c'est de ce que tu observes et analyses au fur et à mesure, hein, de l'édition, de ce que devient le livre, des relations avec les personnes. Et du coup, tu me disais aussi tout à l'heure, que j'ai trouvé très intéressant, que tu nous parlais du fait que le livre soit plus accessible au niveau déjà de toutes les bourses, peu importe sa forme, qu'on peut jongler avec la technologie, parce que ça, on n'y coupera pas. Il y a des nouvelles technologies peut-être qui vont nous permettre d'aller dans le livre et vivre l'aventure aux côtés de personnages, ou devenir le personnage nous-mêmes. Bon, on appelle ça jeu vidéo, mais version littéraire. Et je me disais, est-ce que toi, tu as envie, la concrète, ou toi, hein, Fabienne, hein, est-ce que vous avez envie de contribuer à une nouvelle forme d'édition? Alors, je ne parle pas d'édition, ni d'auto-édition, mais à une nouvelle forme d'édition, en tout cas de communication autour de livres. C'est pas évident à dire autrement que édition, hein. Est-ce que tu imagines quelque chose comme ça? Que toi, tu as envie de créer, en tout cas, pas forcément, ça peut être fou un peu, hein, on est un peu dans la science-fiction là. Mais est-ce que tu as une idée de ce que toi, tu aimerais voir naître comme nouvelle forme je ne sais même pas comment on va appeler ça, tu me diras. Oui, alors ta question est intéressante, très intéressante, Alexandra, et même toute ta manière de mener le débat, je trouve ça intéressant, c'est rondement mené, tu vois, c'est la journaliste qui te le dit, donc bravo. Bon, Ce que je souhaite, c'est que le livre ne soit pas uniquement posé sur un rayon et en libre accès, libre achat, libre vente. Je cherche l'humanisation entre l'auteur et le lecteur. Et encore une fois, on est dans la création de ce lien entre l'un et l'autre, ou l'un et les autres. Voilà. C'est-à-dire que je tiens absolument à créer des événements entre les auteurs et les lecteurs pour qu'il y ait un échange. Mais ça doit sortir, ça doit aller au-delà de la page, au-delà des lettres imprimées. C'est la rencontre. Le nombre de fois où je me suis dit, oh, voilà, je viens d'apprendre que tel auteur est décédé. J'aurais aimé lui dire, je vous aime beaucoup. Bah oui, c'est vrai que le je vous aime beaucoup, il arrive un peu trop tard. Mais pourquoi il arrive un peu trop tard? Parce qu'on se fait toute une idée de l'auteur, parce qu'on sait qu'il est célèbre, parce qu'on sait que la maison d'édition transmettra peut-être la petite lettre qu'on aura envoyée à l'auteur, parce que peut-être qu'on recevra la photo de l'auteur avec un autographe, mais le lecteur, il veut plus que ça. Il veut rencontrer la personne, il veut un petit mot, mais pas uniquement le mot de dédicace dans le livre. Il veut une discussion, donc des débats interactifs entre auteur et lecteur. Tu vas me dire, oui, mais ça existe déjà. Oui, mais je veux ça aussi individuellement, en petits groupes. Je veux un rapprochement entre l'auteur et les lecteurs, mais d'une manière plus concrète, plus simple, plus abordable.
C'est pas l'auteur sur son pupitre ou à sa table et puis la salle avec les lecteurs. Non, ce sont les lecteurs autour de l'auteur. Il y a vraiment une interaction entre les trois, auteur, livre, lecteur. Voilà. Mais sans cet aspect pécuniaire, non. Vraiment d'auteur à lecteur, entre quatre yeux et avec le livre entre les mains. Voilà, entre quatre mains. Yes, mais c'est une magnifique image. Hein. Quand je t'écoutais, j'étais en train de visualiser et d'imaginer. Ça m'a fait penser, et je t'en avais parlé d'ailleurs, à ce projet, je crois qu'il est né au Danemark, The Human Library, où justement, au lieu d'emprunter un livre physique, ben, on emprunte son auteur. Et du coup, ça m'a fait penser là dans ce que tu disais avec les débats interactifs ou de se rassembler en cercle et qu'on soit tous, et tout à l'heure tu l'as dit, hein, sur le même pied d'égalité. On fait partie de la même famille, nous humains. Et du coup, ça m'a fait penser à ça un petit peu. Et je me dis que peut-être, enfin, je rejoins en tout cas ta vision de cette édition futuriste un petit peu où ben, il ne s'agit pas forcément de vendre un livre parce qu'on n'est peut-être plus dans quelque chose de marketing ou quelque chose de trop vendeur ou des choses comme ça. D'ailleurs, tu l'as dit, hein, plus sur des rayons. Donc, et qui voyage, qui circule, quoi. Parce que tu m'as dit cercle, ça m'a fait penser, ouais, les livres. En plus, tu m'as parlé de voyage, donc le livre qui voyage et tout. Après, je suis partie un peu en cacahuète. Et j'étais en train de me dire, ben voilà une nouvelle forme qui peut naître et justement de créer le lien autrement. Et tout à l'heure, on se demandait ensemble, et je te demandais surtout à toi, comment toi tu entretiens le lien entre le lecteur, l'auteur et le livre au milieu, hein, comme tu aimes bien dire. Et du coup, toi, tu imagines donc cette forme d'échange, de création de lien, de rencontre finalement, de rencontre entre tous les acteurs du livre. Parce que parfois, on a souvent tendance à dire, le lecteur, il est un peu secondaire, c'est d'abord le livre, et puis après, tu as l'auteur. Parfois, on en sait un petit peu sur l'auteur, et puis tu as le lecteur qui est au crête là-bas, au bas de l'échelle, et puis c'est bien comme ça. Donc là, c'est vraiment rassembler tout le monde, et tu as très bien dit. Hein. Mais tu as très bien dit, en fait, je répète ce que tu racontes, mais de parler de cette humanisation entre de liens, en tout cas, entre humains, tout simplement, et au milieu, ben, on a ce fameux déclic, cette fameuse émotion, cette présence, et le livre. Moi, je trouve ça magnifique. Bah, écoute, tu l'as très bien dit, Alexandra, et j'ai même envie d'ajouter quelque chose parce que je suis une grande bavarde. C'est ce que je dis aussi aux auteurs, n'oubliez pas que vous devez dire merci au lecteur d'acheter votre livre ou du moins de s'y intéresser, parce que le lecteur aussi dit merci à l'auteur pour le bon moment qu'il aura passé, pour l'émotion qu'il aura eue, pour le livre mis sur l'étagère et qui va rester des années sur l'étagère. Finalement, c'est un échange de merci et un échange de merci humble. Voilà, elle est là la vraie humilité. Et moi, je veux pas quelque chose à la Bernard Pivot ou comme la grande librairie ou je veux des choses. Finalement, je trouve qu'on apprend plus, et d'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai plus appris de parfaits inconnus, que de gens célèbres. Non, non. Et puis, on veut bien, encore une fois, les médias veulent bien nous montrer qu'ils ont envie de nous montrer, et ça, je veux pas. Je veux pas. Je veux montrer d'autres personnes. Donc, soyons ensemble. Voilà. C'est ton cri de guerre. Soyons ensemble. Est-ce qu'on peut dire ça? Avec nos affinités respectives. Voilà. C'est-à-dire que c'est encore une fois, on ne peut pas aimer tout le monde. On a des affinités les uns et les autres. C'est comme quand on choisit un livre, on est plus policier, plus ceci, plus cela. On aime plus un auteur. Bon, bah, c'est exactement la même chose dans la vraie vie. Et au moins, on conserve cette liberté d'avoir le choix. Et ça, c'est bien. Yes, magnifique. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose après ça. Non. Un message en particulier ou d'ajouter peut-être quelque chose qui te vient comme ça spontanément avant que je te pose une dernière question hein, qu'on s'entende. Non. Je pense qu'il faut réapprendre à lire. Tu vois, quand j'employais tout à l'heure le mot, il faut réapprendre à lire parce qu'on
en étant ado, les parents nous forçaient à lire. Ensuite, étudiants, on se forçait à lire. Il y a tellement de choses magnifiques écrites et pas forcément des gens connus que, voilà, réapprenons à lire et réapprenons à, comment dire, à choisir nos auteurs. Voilà, ça c'est important. Et puis du côté des auteurs, j'ai envie de leur dire, non pas réapprenez à écrire, mais entourez-vous des bonnes personnes pour mener à bien votre livre. Ça c'est indispensable. Et c'est pas parce que la concrète est là, c'est aussi parce que c'est du concret, tout simplement. Ce mot résume tout à lui tout seul. C'est concret. Mais tu sais on le prononce très très souvent. Le nombre de fois où j'écoute les gens qui disent ah bah c'est concret, c'est concrètement. Je dis mais la concrète, voilà, elle résume tout. Yes. Et tu disais que tu t'étais fait aider pour trouver ce nom-ci, pour trouver la Oui, concrète. par les enfants. Les Ah, enfants. Mon fils un jour me dit bah maman, je suis allée à Paris sur la péniche La Concrète. Alors, je ne l'ai pas disputé parce que la péniche La Concrète, bon, elle a fermé depuis, c'était une boîte de nuit, et je me suis dit, sur une péniche, c'est dangereux avec tous les jeunes, etc. Puis, donc, j'ai pas eu le temps de le disputer, j'ai retenu La Concrète. Je dis, mais oui, ça, c'est forcément moi. Et ils m'ont dit, mais oui, c'est toi, maman. Donc, c'est bien, tu pourras retourner à la péniche La Concrète. voilà d'où ça vient. Il y a toujours une petite histoire à raconter, hein, d'où vient le nom de la concrète. Et depuis, ça Voilà. te colle à la peau. En tout cas, tu t'es reconnue dès que tu as entendu ça. Je trouve ça magnifique, moi. Oui, oui. Et mes enfants m'ont dit, oui, maman, c'est génial, c'est super. Ben oui, mais ça vient pas de moi. En tout cas, c'est que tu t'y reconnais. C'est le principal. Oui, oui, et puis le concret, c'est les deux pieds sur terre. Je peux parfois avoir la tête un peu dans la créativité, les nuages, et même pas un peu, mais voilà, il faut des idées autres, il faut insuffler des bonnes idées. Et même parfois, j'ai des auteurs qui m'apportent des idées, donc je trouve ça super. Ok, on va faire comme ça, je prends, c'est votre idée. Alors, je ne fais pas payer parce que c'est leur idée, mais je trouve ça génial, oui, oui. Et puis, on est tellement nombreux à avoir des personnalités différentes qu'un livre est forcément différent, aussi bien dans sa manière, évidemment, d'être rédigé, mais d'être promu. Voilà. Yes. Ouais, tout à l'heure, tu parlais de l'expérience justement que propose l'auteur, parce qu'il y a le message, il y a l'expérience qui est proposée aussi autour du livre, l'émotion, enfin, il y a plein de choses en tout cas qu'on peut vivre. En plus, tu parlais d'un très bon mot, aventure. C'est une aventure hein, d'ouvrir la première page. J'imagine très bien, je trouve ça excellent parce que c'est la première fois que je l'entends comme ça. Et vu que tu as amorcé, je ne veux pas te revenir plus longtemps, ça fait déjà au moins 1 heure et demie qu'on est ensemble. Nous Ah, sommes déjà? pas très occupés, nous autres. Et justement, tu as parlé. Attends, j'ai noté, hein. J'ai noté, mais j'ai noté n'importe comment, alors je ne sais plus mon livre. Attends. Si tu as parlé de personnalité, je ne sais même pas où j'ai écrit. Tu vois, j'ai écrit comme du n'importe quoi et j'arrive même plus à me relire. Attends, tu as mis un mot et je me disais, si tu parlais de la personnalité de l'auteur, je crois que tu viens de parler de la personnalité de l'auteur. Et avec ce mot, je me suis dit, mais c'est parfait comme transition parce que j'ai une dernière question à te poser avant de te lâcher, vaquer à tes occupations. Je me disais, quel est pour moi un auteur, parce que voilà, c'est ça que tu disais. Un auteur, ben voilà, il y a plusieurs personnalités qui existent. Donc, il y a plusieurs styles, plusieurs auteurs et tout ça. Et je me disais, et Fabienne, parce que pour moi, les personnalités, ce sont différentes tonalités. C'est pour ça que j'appelle cette série d'interviews tonalité. C'est ce qui fait une personnalité. C'est une personne pour moi, une tonalité, tu vois. Enfin, je ne sais pas si tu vois, mais je me comprends tout seul, je crois. Et du coup, je me disais, mais quelle est la tonalité de Fabienne? Comment tu décrirais ta tonalité déjà? Qu'est-ce que ça t'évoque le mot tonalité? Et comment tu décrirais la tienne? Alors, c'est Comment drôle parce que finir avec une... quand tu parles de tonalité, forcément, il y a un côté sonore. Mhm. Et moi, j'ai vu des couleurs. Ah, Et la chose, une des choses, alors je ne vais pas dire la chose parce que j'aime pas dire ce que j'aime le plus ou ce que je fais le plus. Non, j'aime tellement de choses qui sont au même niveau qu'il n'y a pas qu'une seule tonalité, il n'y a pas qu'une seule préférence.
Mais finalement, donc la tonalité, c'est celle d'une boîte de feutre. Avec ce plaisir, tu sais, de passer la main sur la boîte de feutre et tu as tous les feutres qui roulent qui roulent les uns contre les autres tout en restant bien alignés. C'est la tonalité des couleurs. Que ce soit du blanc, que ce soit du noir, que ce soit du rose, du vert, ce sont différentes tonalités. Alors oui, on pourrait associer ça aussi à des notes différentes. Voilà, non, c'est la boîte de feutre. La boîte de feutre avec les couleurs. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais c'est cette tonalité-là. Bah, c'est très intéressant. Moi, je suis toujours curieuse de savoir comment les gens comprennent ce mot-là, parce que c'est un mot qu'on n'entend pas si souvent que ça, ou alors tu fais beaucoup de musique. Oui, oui. Et du coup, je me dis, mais c'est intéressant que toi, tu vois des couleurs. Parce que c'est vrai, pour l'instant, on n'a encore pas jamais fait celle-là. Hein. Donc, je trouve ça super intéressant de voir des couleurs. Donc, ça serait pour toi, ta tonalité, en tout cas, la tonalité de Fabienne, c'est une boîte de feutre qu'on ferait rouler comme ça les uns, qui restent toujours alignés, mais il y a différentes couleurs qui sont proposées. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ou juste on les voit rouler, on entend le bruit du roulement? On les voit tourner. C'est toutes ces couleurs qu'on a sous la main dans une seule boîte. Ça, je trouve ça extraordinaire. Et que j'aille dans une grande surface ou dans un rayon, le rayon papeterie, mais pour moi, c'est le bonheur. Et les feutres, mais je serais capable de m'en acheter. Alors, je ne les achète pas parce que je ne sais pas dessiner, mais c'est un grand plaisir de les avoir sous la main et de les faire tourner quand je suis toute seule dans un rayon de papeterie. mais tu vois, je dis une bêtise quand je te disais, bah oui, j'entends le mot tonalité, ça me fait penser à de la musique. Non, on parle d'une teinte, d'un ton de couleur. Donc, non, ça rentre bien aussi dans le choix de cette boîte de couleurs. Yes, excellent. Mais je note tout ça, hein. Ça me sert pour ma petite enquête personnelle. Une pour Noël. On verra, on verra. On verra si le Père Noël peut traverser les frontières. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Vu qu'on trouve de nouvelles formes d'édition, on va trouver une nouvelle forme d'apporter les cadeaux et de partager. Hein. On verra. Hein. Ce n'est pas mort. Certes, on verra. Ben, écoute, merci beaucoup Fabienne pour tout ce que tu nous as dit. Tu nous as partagé beaucoup de pépites et j'espère que vous allez regarder ce replay parce qu'il est très riche de ce que vous pouvez faire. Tu nous as beaucoup parlé de premiers pas, de ce que c'est pour toi faire un pas de côté, lire entre les lignes, ce que ça évoque pour toi le livre. Tu nous as même partagé la vision secrète un petit peu de ce que tu prévois dans le futur par rapport au livre, aux rencontres, à la création de ce lien forcément. Et je trouve ça juste fabuleux, cette fameuse tonalité de boîte de feu, donc différentes couleurs, différentes teintes, je trouve ça magnifique. En tout cas, merci beaucoup à toi pour ton temps, merci beaucoup pour ce que tu nous as confié sur toi, on en a appris un petit peu plus sur toi aussi, hein, ce que tu as fait par le passé, ta vision des choses aussi, hein, comment tu vois les médias, comment tu vois l'édition et l'auto-édition, et aussi, tu nous as partagé le rôle de lecteur, de l'auteur du livre en lui-même, parce qu'il est messager de plein de choses. Tu nous as parlé de déclic, tu nous as parlé d'émotions, de messages, et que toi, finalement, c'est un petit peu le phare, le pilier. Entre tous ces acteurs-là autour du livre, on retrouve Fabienne, la concrète, qui éclaire et qui guide aussi les personnes à se faire connaître, mais surtout à se rassembler, parce que tu parlais de cette connexion entre tous, cette création de liens et cette fameuse rencontre à travers des déclics et des aventures, hein, parce que tu nous as dit que c'était toute une aventure d'ouvrir un livre aussi. J'ai bien résumé? Oui, je pense que j'ai bien résumé. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Oui, j'ai envie d'ajouter que tu as parfaitement bien résumé la chose et que je n'aurais pas fait aussi bien. Voilà. Non, vraiment bravo Alexandra. Merci pour ta séance, merci pour ton enthousiasme, tes questions pertinentes. J'étais très contente de participer et je t'en remercie. Voilà. C'est le principal, hein, que tu t'es pas ennuyée pendant cette rencontre quand même. Tu vois, t'en perds tes mots. Écoute, le job a été fait comme il fallait. Tu as tout déposé, tu as tout dit. Et en tout cas, un grand merci à toi parce que je tenais vraiment à ce que tu puisses nous partager ta vision des choses parce que, comme je te l'ai dit dans les coulisses en privé,
Je trouve que tu as une manière assez atypique d'envisager ce qu'est un livre et la manière de créer la rencontre entre lecteur et auteur, qui n'est pas forcément dans les conventions ou d'une façon un petit peu classique de faire les choses, même si tu nous as quand même partagé que il y avait aussi, tu restais quand même parfois traditionnel et conventionnel dans certaines de tes actions, mais que ça ne t'empêchait pas de suivre parfois des idées folles que peuvent avoir les personnes et de dire, bah, let's go, moi je veux bien aller dans cette direction, même si, écoute, moi je ne connais pas, je n'ai jamais fait un truc comme ça, et puis ça a l'air dingue ce que tu me racontes, on y va quand même. Donc je trouve ça super intéressant et super humble de ta part de partager en tout cas des morceaux de ta vie, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup voyagé. Hein. Tu nous as parlé de toi, tu nous as parlé de ton métier, tu nous as parlé de tes observations, de tes rêves aussi, de tes coups de gueule. Est-ce qu'on peut dire coups de gueule? Ouais, on peut dire les médias. D'ailleurs, ma chronique, c'était les coups de cœur de Fabienne et aussi les coups de gueule. Donc, c'est très bien. Très bien. Donc, on est en plein dedans. Donc, je vous encourage vivement, et de toute façon, je mets le lien en description, à aller se rendre donc sur ton site laconcrète.fr et on y trouve aussi les liens pour aller voir les vidéos de Fabienne si vous avez envie, hein, sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn. Il y a tous les liens qui sont là. Vous n'avez pas d'excuses. Et merci beaucoup, Fabienne, de nous avoir partagé tes derniers messages que tu nous as évoqués hein, sur vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide. Hein. Si vous n'hésitez pas, c'est toujours faire preuve d'humilité que d'aller demander de l'aide. Et ce n'est pas quelque chose à voir comme une bouée de sauvetage. Hein. Dans ce que tu racontais, je ne l'ai pas vu comme ça, parce que parfois, quand on entend aide, c'est genre incapable, tu vois, on est un peu rabaissé dans notre ego surtout. Hein. Et je me disais, là, dans la manière dont tu l'as fait passer, c'est vraiment comme une co-construction, quelque chose que tu ben, tu l'as dit toi-même, hein, tu es à la même place que l'auteur, donc j'imagine très bien que vous travaillez déjà pas en face à face, comme là on est en face à face, mais j'imagine l'auteur qui est assis à côté de toi et puis ben, on est en train de discuter. D'ailleurs, c'est marrant, tu utilises pas le terme interview, mais tu parles de conversation. Moi, je trouve ça super intéressant. Bon, voilà, j'arrête avec mes reformulations, mais en tout cas, merci beaucoup Fabienne, vous trouverez tout en description. N'hésite pas à nous donner de tes nouvelles hein, et de nous raconter ce qui se passe hein, dans tes vies futures, parce que Fabienne voyage beaucoup. La dernière fois, c'était en Norvège, bien sûr. Donc, n'hésite pas à nous faire part des dernières nouveautés et merci en tout cas pour cette magnifique rencontre. Je te remercie encore, Alexandra. Merci beaucoup. Je t'en prie, Fabienne. Écoutez, moi, je vais vous laisser. Fabienne aussi va vous laisser. Nous avons des emplois du temps très occupés et nous nous retrouvons lundi prochain. Lundi prochain, nous sommes le 20 décembre. Je prends ma feuille en dessous et je rencontrerai Ségolène, une entrepreneuse qui a ouvert son pop-up store il n'y a pas très longtemps sur Bruxelles. Et ça parle d'écologie, ça parle de durabilité, ça parle de tout ce qui est éco-friendly. Donc, on se rencontrera avec Ségolène lundi prochain. En tout cas, belle soirée à toi, Fabienne. Belle soirée à vous. Merci aux spectateurs qui nous regardent depuis un sacré moment. Alors, je ne sais pas qui tu es, mais merci de l'œil en face de moi. Et je te souhaite une très belle soirée encore une fois. À très vite, Fabienne. Bye bye. Merci, Alexandra.